David Guiraud coince le ministre du Budget en direct. Alors que le ministre tente de défendre la gestion du budget et la dette publique, il s'enfonce dans des justifications confuses. Sous la pression, il multiplie les hésitations, les contradictions et finit par s'embourber totalement en direct. Son argumentaire s'effondre face aux questions précises de Guiraud, qui ne lâche rien. Tension maximale, malaise palpable, comme vous allez le voir, il a totalement mis en difficulté le ministre du Budget en plein direct. Monsieur le ministre, je viens de vous entendre dire à propos du prix des médicaments qu'il y avait eu des variations de prix qui n'avaient pas été suffisamment anticipées. Ça me permet de vous poser, en rebondissant sur cette idée, la question, un budget, on est tous d'accord pour dire que c'est des prévisions. Dans un monde normal, dans les entreprises, mais à mon avis, c'est encore pire pour le budget de la France. Lorsqu'on fait des prévisions, on les surveille. On les surveille au jour le jour ou au mois le mois. Ce que moi, je ne m'explique pas, depuis que j'entends toutes les auditions, c'est que sur les dérapages qui ont forcément été constatés, il n'y a eu jamais aucune correction. Et je ne veux pas entendre que les dérapages ne pouvaient pas être connus au fur et à mesure. Par exemple, la TVA, elle est connue des services fiscaux au mois le mois, puisque toutes les entreprises doivent les déclarer au mois le mois et les payer au mois le mois. Donc on sait aussi, par exemple, qu'il y a des baisses de consommation et donc des augmentations d'épargne, forcément. Les DMTO, on a aussi beaucoup parlé d'une prévision très optimiste sur les DMTO. Mais les DMTO, à l'époque, la télévision parlait sans arrêt du blocage du marché immobilier, de l'augmentation des emprunts, de la baisse des prix de l'immobilier. Donc venir dire un an après, on ne pouvait pas deviner, c'est pas vrai, c'était toutes les semaines que tout le monde en parlait. Alors j'en arrive à ma conclusion, et pardon d'être aussi franche, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait eu à l'époque, au mieux, une volonté délibérée de ne pas vouloir voir, et éventuellement une volonté de cacher à la France la situation? J'ai fini. Votre micro, s'il vous plaît. Merci, Madame la députée. J'ai répondu tout à l'heure, effectivement, à cette problématique. Je ne crois pas qu'il y ait eu, même si ce n'est pas sur ma période de ministre que je réponds, mais je ne considère pas, moi, pour les 3 mois que j'ai exercé, qu'il y ait eu un optimisme coupable, puisqu'il y avait eu avant, finalement, on aurait pu à ce moment-là le reprocher, un pessimisme coupable dans ce cas-là. Souvenez-vous, les recettes fiscales sur 2021-2022 sont supérieures et bien supérieures à la prévision. Donc là, c'est l'inverse. Il n'y avait pas assez de rentrées prévues par rapport au réel. Donc c'est bien la forme de la courbe qui a été différente, avec une moyenne finalement à la fin assez proche de la prévision là-dessus. Mais là où je vous rejoins, donc la réponse est non par rapport à votre question. Je ne considère pas qu'il y ait eu des choses cachées, des choses. Ce que je considère en revanche, c'est que la différence entre le niveau de croissance et le niveau de recettes, donc cette élasticité, ne s'est pas comportée de la même façon que ce que les prévisions avaient estimé. C'est-à-dire, ils pensaient d'abord que ça serait, en gros, pour le dire très schématiquement, une courbe comme cela, et elle est partie comme cela. Donc ça, c'est vrai que ça a créé des hiatus et des différences importantes de recettes, d'abord à la hausse, puis après fortement à la baisse. Et je ne dis pas que ce n'est pas un problème, c'est un problème. Et donc on a besoin de resserrer effectivement les prévisions au maximum. Vous avez raison, les prévisions par exemple sur les comptes sociaux et le cas du médicament que j'ai évoqué, pour moi, sont trop tardives. Ça nous a, souvenez-vous, fait avoir des réactions immédiate. Donc ça, je m'en félicite parce qu'il nous fallait l'avoir, notamment sur la clause de sauvegarde. On a limité le déficit que cela a créé, mais il nous faut avoir des remontées de données plus fréquentes. Et c'est pour ça que je citais à la fois la nécessité de rapprocher les données sociales des données fiscales, ça me paraît extrêmement important, et d'avoir justement des remontées mensuelles le plus possible sur les données permettant de construire des modèles de temps long. Et ça, c'est le comité scientifique justement qu'on avait mandaté avec Antoine Armand qui est chargé de le faire. Ce que je peux juste vous dire enfin, c'est que la notion de réaction et de correction concernant mon mandat de 3 mois, non seulement j'ai toujours été très transparent sur les données que j'avais à disposition, sur le cas du médicament, je l'ai donné le soir même. Dès que j'ai eu l'information, le soir même, aux 2 commissions des affaires sociales et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et j'ai annoncé
les décisions que nous allions prendre pour essayer de corriger au mieux, et sur 2024 et sur 2025, les conséquences que cela crée. Comme je l'ai dit à monsieur le rapporteur, ces conséquences, elles ne sont pas neutres pour certains acteurs, notamment comme les industries de santé, qui voient à travers la clause de sauvegarde parfois un coup de canif dans le contrat de confiance qui avait été fait avec elle. Et donc, ce n'est pas totalement neutre. Et donc, plus on a de la prévisibilité en amont, plus on a de la remontée de données régulière, fréquente, moins on a à prendre des décisions qui, elles, peuvent avoir des externalités négatives très problématiques. Donc là-dessus, sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec vous. Monsieur Guiraud. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, il y a toujours des déclarations qui m'étonnent dans le débat public. Il n'y a pas de baisse des recettes. Moi, je le dis souvent, il y a des transferts de recettes, mais il n'y a pas de baisse de recettes. Les recettes issues des impôts sont en augmentation constante depuis plusieurs années. Donc, c'est juste qu'il y a un choix politique qui est fait de les extraire du budget de l'État. S'agissant de l'absence de projet de loi de finances, de PLFR, Bruno Le Maire impute cette responsabilité-là à Emmanuel Macron. La question, c'est vous, quand vous arrivez en automne, vous avez, en première intention, on va dire, proposé quelques mesures de justice fiscale qu'on a estimées très maigres, mais vous proposez des mesures. Et puis au final, d'ailleurs, vous êtes critiqué là-dessus, y compris par Monsieur Le Maire et d'autres membres de la majorité présidentielle. Vous êtes critiqué par cela. Et au final, on n'a pas de PLFR qui est déposé. Comment ça se passe dans les discussions quand même? Parce que vous étiez pour faire ces mesures, si on a bien compris, si on a bien suivi. Comment ça se passe pour que quelque part, mettez-y le mot que vous voulez, soit vous renonciez, soit vous changiez d'opinion. Pourquoi est-ce que vous êtes dissuadé quelque part de déposer un PLFR? Quel est le schéma de décision? Est-ce que c'est une décision personnelle prise sans aucune discussion avec personne? C'est quand même aussi un peu difficile à croire. Comment ça se fait? Comment le schéma de décision se fait? Avec quelle discussion et avec qui? C'est une décision qui se prend de la façon la plus classique possible, c'est-à-dire un arbitrage de Matignon, qui, moi, me convenait, et qui a été pris très tôt. Monsieur Guiraud, je l'ai dit tout à l'heure, je suis le co-auteur avec Éric Woerth de la loi rectificative de la LOLF de 2001. L'une des grandes avancées à mes yeux de cette nouvelle LOLF, c'est qu'il n'y a plus de PLFR de fin de gestion, mais c'est un PLFG de fin de gestion, qui permet justement de ne pas avoir à rouvrir un débat fiscal en même temps que le débat fiscal se tient pendant le projet de loi de finances. Donc on ne rouvre pas de dispositions fiscales en fin d'année. C'est important pour la clarté des débats, c'est important aussi pour les acteurs, qu'ils soient ménages ou entreprises, qui sont concernés, même collectivités, par ces mesures fiscales. Et à mes yeux, on n'ouvre pas un PLFR en fin d'année. Voilà. Et donc, c'est l'arbitrage qui a été rendu. Vous me demandez les voies et moyens de l'arbitrage le plus classique possible. C'est un arbitrage de Matignon qui a été rendu et qui convenait aussi à ma conviction, c'est-à-dire que c'était par le freinage de la dépense publique que devait se passer le ralentissement au maximum de l'augmentation de la dépense publique sur la fin d'année 2024. Et donc, pour réduire au maximum le déficit, nous l'avions estimé à 6,1, il finira finalement autour de 6%. Bon, j'ai 4 questions à vous poser en rebond par rapport à ce qui a été dit, notamment sur la question des chiffres connus et des chiffres annoncés publiquement. Le 16 février, il y a une note du Trésor qui indique que pour 2023, le solde va être de moins 5,6 et que la prévision sera de moins 5,7% pour 2024. Le 18 février, Bruno Le Maire devant TF1 annonce moins 4,4, maintient ce chiffre. Et 2 jours après, Thomas Cazenave le fera. Quand on a parlé à Bruno Le Maire, sa réflexion a été de nous dire je ne vais pas à ce moment-là annoncer le chiffre que me donne la direction du Trésor parce que ça voudrait dire que je renonce à la réduction déficit à 4,4. Bon, soit. Je remarque juste que, vu que la réduction des déficits annoncée par la note du Trésor du 16 février tenait déjà compte de l'annulation des crédits qui avait été faite et qu'aucune autre décision était prise concrètement pour ça, de facto, on peut estimer que c'est plus de la méthode Coué qu'autre chose. Mais il l'assume, pourquoi pas. Moi, ma question, j'ai posé la question à Michel Barnier, qui en gros, sur cette différenciation entre ce qu'on annonce et ce qu'on connaît
de manière, quand c'est pas des estimations, mais c'est des choses concrètes. Lui expliquait qu'il était pour que, une fois que c'était bien vérifié, les ministres annoncent la vérité, quitte même après à dire on veut essayer de l'éviter, mais annoncent la vérité. Vous, quelle est votre position là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez de la méthode de faire? Sur la transparence des chiffres qui sont remontés? Oui, c'est-à-dire sur comment vous voyez la chose. Bon, vous n'avez pas eu trop de temps de continuer à être ministre, enfin, ministre des Finances, bien sûr, vous l'êtes toujours. Mais vous voyez ça comment, vous? Bah, ça m'intéresse d'avoir votre... Oui, j'espère avoir répondu dans mon propos liminaire. Rien en soi ne m'obligeait, quand je suis venu devant la commission des finances, je ne sais plus quel jour c'était, le 25 ou le 29 septembre, donc vraiment au tout début, vous vous souvenez, c'était votre toute première... Vous avez 3 jours qu'on était ministre avec Antoine Armand. Rien ne m'obligeait de venir avec, effectivement, ces premières prévisions. J'aurais pu les garder pour le PLF, etc. J'ai tout de suite voulu dire que le déficit tel que nous, on avait ces informations, risquait d'être autour de 6%. Voilà. Parce que pour moi, c'était la condition de travail nécessaire avec l'ensemble de la représentation nationale et au-delà du pays pour pouvoir présenter un budget dans un contexte et dans un cadre qui devait être clair. Voilà. Donc moi, je suis évidemment... Mais à nouveau, c'était parce que j'avais des informations qui étaient celles-ci à ce moment-là. Je ne les aurais pas eues début septembre, puisque ces notes du Trésor n'existaient pas à ce moment-là. Voilà. Donc moi je suis pour, et je l'ai toujours été parce que peut-être j'ai été moi-même rapporteur général du budget, que j'ai toujours été très soucieux de la transparence et de la transmission d'informations du gouvernement vers le Parlement. Je pense que c'est un gage de qualité de travail et un gage aussi pour le gouvernement lui-même de capacité de conviction de ses propres décisions politiques derrière. Nous avons besoin d'être d'accord sur le cadre de travail. Et donc, dès que j'ai reçu ce cadre-là, comme Michel Barnier l'a fait, dès qu'il l'a reçu, on vous l'a transmis, on vous l'a exposé. Donc moi, je suis plutôt, effectivement, toujours favorable à transmettre les informations dès qu'elles sont connues. Et je reviens sur l'exemple du 1,2 milliard d'euros de dérapage des comptes sociaux, le soir même, avant même que la décision définitive de correction soit prise, le soir même, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'ensemble des commissions concernées. D'abord les affaires sociales parce que c'était un sujet PLFSS, mais j'ai proposé à toutes les commissions d'avoir ce niveau d'information-là. Ok. Est-ce que vous pensez que les notes de trésor devraient être transmises de manière plus importante, au moins par exemple au président de commission des finances, au rapporteur? Non, là aussi, c'est un sujet que j'avais bien travaillé dans la révision de la LOLF. Je crois que le droit est bien fait, le droit organique est bien fait. Vous avez des pouvoirs comme président, comme rapporteur général et comme rapporteurs spéciaux qui sont tout à fait légitimes et, à mon avis, suffisants. Ce qui compte, c'est de respecter la séparation des pouvoirs dans le calendrier qui est aujourd'hui celui prévu justement par le législateur organique. Et je crois que cela doit rester en l'état, c'est-à-dire capacité à avoir les informations en temps voulu, et puis que l'exécutif puisse préparer en amont le travail qui est le sien, c'est-à-dire celui de proposer au Parlement, à travers un projet de loi, des décisions qui seront celles appliquées si le Parlement convient. Je reviens souvent à cette épure-là. L'exécutif propose, le Parlement dispose, et c'est particulièrement vrai en loi de finances. Et après, le travail de contrôle, il est bien encadré, je crois, et par la Constitution et par la LOLF. Je crois qu'aujourd'hui, on a un texte qui me paraît très satisfaisant en l'état. D'accord. Ici même, Pierre Moscovici a, on va dire, milité pour que le HCFP ait plus de moyens également, entre guillemets, enfin je généralise comme ça, c'était pas dit comme ça, mais plus de pouvoir en termes de contrôle, de prévision, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être le cas pour le Parlement? Est-ce qu'on ne devrait pas être plus outillé, plus armé là-dessus? Le Parlement, à mon sens, doit être plus outillé sur l'évaluation des politiques publiques. Ça, je ne sais pas si vous ferez, par exemple, le printemps de l'évaluation, j'imagine que oui, cette année-là. Mais pour moi, il faut, ça aussi c'est une conviction de longue date, quand j'étais parlementaire, il faut que le Parlement soit plus musclé dans sa capacité d'évaluer les politiques publiques. Ça, c'est très clair. Parce que de la bonne évaluation
derrière, s'améliore la capacité d'autorisation. C'est vraiment le cercle vertueux qu'il faut absolument réussir à engager. Et il faudrait même passer plus de temps à évaluer qu'à autoriser. Là, j'en suis profondément convaincu. Franchement, on autorise bien, notamment dans les missions. On autorise bien quand on sait exactement comment ont été exécutées l'année d'avant ces mêmes missions. Or, je trouve, à titre perso, qu'on fait trop de débats politiques autour des missions et pas assez de débats de soucis de bonne exécution. Je ne dis pas que le Parlement doit devenir une chambre purement technique. Elle doit rester une chambre qui mélange technique et politique. Mais la connaissance et le gros travail d'évaluation, et il y a d'autres pays qui le font mieux, parce qu'ils sont mieux outillés là-dessus. Moi, ça a toujours été ma conviction là-dessus. Un Parlement fort en évaluation, ce n'est pas un exécutif qui s'affaiblit. Un Parlement fort en évaluation, c'est une capacité justement à avoir un niveau de dialogue, à mon avis, renforcé tout au long de l'année. Bien, puis j'ai une dernière question. Vous avez vous-même relevé tout à l'heure que votre tutelle, c'était Matignon et non pas le ministre de l'économie et des finances. Pourquoi ce choix a été fait? Parce qu'il est quand même assez... j'ai regardé un peu les différents exemples sous la Ve République, puis il est quand même assez rare. Et est-ce que vous estimez que c'est plus performant? Comment vous voyez ça? Bon, alors en fait, il y a deux choses. Il y a le titre et ce que ça confère en réalité en termes de décret d'attribution. Le titre, effectivement, avait une valeur politique. Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget des comptes publics, d'abord pour insister sur la priorité qui était ce budget-là, pour le gouvernement de Michel Barnier, pour le Premier ministre qui était Michel Barnier. Et je pense que c'était une bonne initiative. Après, qu'un ministre du budget soit un ministre de plein exercice aux côtés du ministre de l'économie et des finances, c'est quelque chose qui s'est fait à plusieurs reprises. Le dernier en date, c'était Gérald Darmanin entre 2017 et 2020, par exemple. Et donc ça, c'est pas quelque chose de particulièrement innovant. Ça arrive régulièrement sous la Ve République. Puis parfois, c'est le choix d'un ministre délégué. Bon, ça, c'est la composition d'un gouvernement qui est souveraine auprès du Premier ministre et du Président de la République. Et donc, à la fin, ce qui compte, c'est les décrets d'attribution. Dit autrement, j'étais un ministre de plein exercice, et comme tout ministre de plein exercice, je rapportais directement à Matignon. C'est la tutelle de tous les ministres, Matignon, de fait. Bon. Et donc, ça n'avait pas d'incidence de fonctionnement différent par rapport à un ministre de plein exercice en charge du budget et des comptes publics. Par contre, la valeur symbolique et la valeur politique que créait le titre de ministre auprès du Premier ministre avait, je crois, son importance. Ok. Monsieur le rapporteur, vous avez des questions supplémentaires. Merci, monsieur le ministre. Merci.